Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et surtout la première vidéo de cette série de tutos sur comment faire son Home Lab 100% personnel. À la fin de cette série de vidéos, votre serveur sera totalement transformé en Home Lab correspondant à tous vos critères et il remplira toutes les fonctionnalités souhaitées, telles qu'un gestionnaire de mots de passe, un contrôleur domotique comme Home Assistant ou encore un serveur multimédia de films, de séries ou de musique. Et tout ça bien sûr de la façon la plus sécurisée possible. De plus, il pourrait être perfectionné par des services comme Uptime Kuma qui permet de suivre le fonctionnement de son lab logiciel par logiciel ou encore par le service Guacamole qui permet d'avoir accès en toute sécurité à vos machines via SSH derrière une triple authentification. Pour commencer dans cette première vidéo, nous allons donc réfléchir au système d'exploitation adéquat pour votre projet. On va donc voir les différents choix qui s'offrent à vous. Le choix le plus simple auquel vous êtes sûrement en train de penser est Linux. Et en effet, vous n'avez pas tort, car Linux, c'est le système d'exploitation le plus utilisé pour les serveurs, car il est léger, super bien optimisé et tourne sur la majorité des appareils. Mais comme vous le savez, il existe plusieurs distributions de Linux, comme Debian, Ubuntu ou encore Arch Linux. Donc, laquelle est-ce qu'on va utiliser pour notre petit Home Lab? La réponse est simple, aucun des trois. Attendez, laissez-moi vous expliquer. Quand on utilise une seule machine pour faire fonctionner un grand nombre de petits logiciels, on évite à tout prix de faire tourner tous ces logiciels ensemble, car ils peuvent poser des soucis de compatibilité ou même de sécurité. Car si un logiciel comporte une faille, alors une personne malveillante pourrait avoir accès à tous vos logiciels, et ça depuis un seul logiciel. Et pour cela, on utilise donc la containerisation, qui consiste à fragmenter votre machine en plein de petits containers sécurisés dont vous êtes le seul à pouvoir gérer les règles de communication. Cependant, la containerisation étant très restrictive, il arrive que certains logiciels, comme par exemple Home Assistant, nécessitent de tourner dans une machine virtuelle pour dévoiler leur plein potentiel. C'est donc pour ça que dans cette série de vidéos, nous allons utiliser le système d'exploitation Proxmox. Alors, je vous ai un peu menti parce que Proxmox, c'est un système d'exploitation qui est basé sur Debian. Donc en fait, si nous allons utiliser Debian. Mais ce système d'exploitation est un peu différent parce qu'il intègre d'origine une interface web et surtout la possibilité de faire des machines virtuelles et des conteneurs simplement depuis son interface. Attention, petit disclaimer, si vous comptez utiliser une carte Raspberry pour faire votre Home Lab, ce tuto n'est absolument pas fait pour vous car Proxmox n'est nativement pas disponible sur les processeurs dont sont fournis les Raspberry. Mais ne vous inquiétez pas, je réaliserai en parallèle une série de tutos sur comment faire son Home Lab avec un Raspberry. Passons donc à l'installation de Proxmox. Alors, la première étape pour installer Proxmox est d'abord d'aller sur leur site internet et puis dans l'onglet téléchargement, vous téléchargez bien l'ISO Proxmox VE ISO Installer qui fait bien environ 1,5 Go quoi. Donc si vous avez une bonne connexion, ça se télécharge vraiment en quelques secondes. Donc vous le téléchargez, pour ma part, je l'ai déjà téléchargé. Ensuite, une fois téléchargé, il va falloir graver cette ISO sur une clé USB afin de rendre cette clé USB bootable sur l'installeur de l'OS. Et donc moi personnellement j'utilise Balena Etcher, mais vous pouvez utiliser tout autre logiciel compatible comme Rufus si vous préférez. Donc dans un premier temps, hop, on sélectionne l'ISO de Proxmox. Hop, voilà, je l'ai sélectionné. Ensuite, on sélectionne la clé USB dans laquelle on veut faire, on veut installer l'OS. Voilà, donc on prend bien ça. Bon, vous voyez, c'est une clé USB un peu de merde, hein, 2.0, 31 Go. Si vous avez une clé USB de 8 Go, franchement, ça passe largement. Et donc après, vous appuyez sur Flash. Hop, si ça vous demande, vous faites yes, et hop, et voilà, vous attendez. Bon, moi, comme c'est une USB 2.0, ça va être plutôt lent, donc je vous fais un petit timelapse. Une fois terminé, nous n'avons plus qu'à débrancher maintenant notre clé USB et à la brancher sur notre serveur. Si vous avez accès, favorisez le branchement direct sur la carte mère du serveur, afin d'éviter d'éventuels bugs. Ensuite, une fois la clé USB branchée, démarrez votre serveur. Alors on se retrouve maintenant devant l'installation de Proxmox après avoir booté sur le serveur sur la clé USB d'installation. Vous remarquerez que je suis sur une machine virtuelle afin de pouvoir vous filmer le tout. Passons à l'installation, mais petit disclaimer avant. Pour tous ceux qui vont rentrer dans le menu Graphical ou Terminal et qui vont avoir une page blanche ou une page qui frise et rien qui s'affiche, c'est parce que vous avez sûrement des pilotes graphiques qui sont incompatibles avec votre matériel, ou par exemple une carte graphique. Il m'est arrivé exactement la même chose parce que j'avais une carte graphique Nvidia dont les drivers n'étaient pas pris en compte. Donc, quand vous avez ce genre de souci, vous allez sur la ligne Graphical, vous appuyez sur E, et à la toute fin de la ligne Linux,
vous rajoutez un espace et vous tapez no mode 7. Faites attention, votre clavier il est sûrement en QWERTY quand vous tapez ça. Donc là vous faites no mode 7 et ensuite vous appuyez soit sur CTRL X, soit sur F10. Ça dépend votre PC. Hop, moi je vais les supprimer parce que sur la VM j'ai pas de souci. Donc maintenant j'appuie sur F10. Tous ceux qui n'ont pas le problème, vous sélectionnez juste Graphical, vous faites Entrée et on va arriver exactement sur le même menu. C'est la même procédure après. C'est juste pour ceux qui ont des soucis de driver. Donc là on attend, ça charge. Voilà, donc maintenant on arrive sur la page d'installation. Bon, moi j'ai cette erreur parce que sur ma machine virtuelle, je n'ai pas activé l'accélération matérielle du processeur. Du coup, si vous avez cette erreur, je vous conseille d'aller dans votre BIOS et d'activer l'accélération matérielle parce que ça va simplifier énormément de choses pour vous, surtout du côté performance, surtout pour les machines virtuelles qui utilisent vraiment ça. Bon, moi j'ai cette erreur, mais moi, comme c'est une machine virtuelle, je m'en fiche, je vais ignorer l'erreur, mais vous, n'hésitez surtout pas à aller dans votre BIOS, dans les paramètres de votre processeur et à activer l'accélération matérielle. Donc, on attend que ça charge. Donc là, voilà, vous voyez que vous avez les conditions d'utilisation. Bon, vous les lisez ou pas, c'est comme vous voulez. Moi, je vais juste fermer ça, voilà. Et là, vous appuyez sur I agree, j'accepte. Donc là, vous arrivez au moment où vous sélectionnez votre disque dur. Donc si vous avez plusieurs disques durs, c'est à ce moment-là où vous choisissez le disque dur où Proxmox va s'installer. Donc je vous conseille d'avoir un SSD minimum SATA. Et si vous pouvez vraiment un SSD M.2, parce que Proxmox avec les VM et tout, ça consomme vraiment pas mal de disques. Donc je vous conseille vraiment d'avoir un SSD. Donc moi, voilà, c'est une VM, donc on s'en fiche, j'ai que ça. Donc là, vous choisissez votre pays. Donc moi, je vais mettre la France. Bon, faites attention, quand vous écrivez ça, le clavier il est encore en QWERTY. La plupart du temps, hop, et une fois que vous avez choisi France, voilà, ça met Paris, si vous avez un autre time zone, c'est comme vous voulez, et là c'est où vous choisissez votre clavier, la disposition du clavier, donc moi c'est du français. Ensuite, vous appuyez sur Next, et c'est ici que vous allez choisir le mot de passe du compte administrateur. Donc là, je vous conseille de mettre un mot de passe très sûr et que vous allez vous en rappeler. Bon, moi, je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parce que c'est pour une VM, on s'en fiche. Faites attention, le pavé tactile de base n'est pas activé, pensez bien à l'activer pour ne pas faire d'erreur. Et là, vous choisissez l'adresse mail qui est utile si plus tard dans Proxmox, vous choisissez de recevoir des alertes par mail par rapport au suivi de votre serveur. Donc moi, je m'en fiche, je vais mettre n'importe quoi parce que ça ne m'intéresse pas d'avoir ce genre d'informations. Alors maintenant, on se retrouve sur une partie très importante, c'est la configuration réseau de votre serveur Proxmox. Alors là, il faut être très attentif et être très précis. Donc là déjà, vous choisissez l'interface réseau. En général, si vous débutez dans le Home Lab et tout ça, vous avez qu'une seule carte réseau avec qu'un seul port. Mais si vous avez par exemple une carte réseau en plus ou une carte mère qui a deux ports, mais ici, vous choisissez sur quel port ça sera connecté. Si vous avez qu'un seul câble branché, normalement vous devez avoir qu'une seule pastille verte qui apparaît. Bon, moi c'est une VM, donc vous voyez j'ai qu'un seul port, voilà, c'est normal. Là, vous devez choisir le nom de votre serveur et c'est ce qui va apparaître quand vous tapez sur internet, sur tout ça, c'est le nom sur votre box, il sera enregistré sous ce nom-là. Donc je vous conseille de choisir par exemple, moi par exemple pour le test, je vais l'appeler test.lan. Et surtout n'oubliez pas de mettre le point LAN, sinon si vous ne le mettez pas, quand vous appuyerez sur Next, ça ne fonctionnera pas. Donc là, c'est un moment très important aussi, vous devez choisir l'adresse IP que votre serveur va prendre sur le serveur DHCP de votre box. Alors là, comme je suis sur une VM, c'est une adresse IP plutôt particulière. Mais en général, si vous êtes sur un fournisseur français d'accès d'Internet et que vous êtes sur une box d'un fournisseur d'accès, votre adresse IP devrait être sous la forme 192.168.0 ou .1, ça dépend. Moi, je suis sous .1 et après, là, du coup, je choisis l'adresse IP que je veux attribuer à mon serveur, donc par exemple le port 89. Ensuite, en gateway, vous devez mettre l'adresse IP de votre routeur ou de votre box internet. Donc par exemple, moi qui suis chez Bouygues Telecom, l'adresse IP de ma box internet c'est 192.168.1.254.
Alors, je vous coupe juste parce qu'au montage, je me suis rendu compte que j'ai pas été très précis sur les informations que je donne par rapport à l'adresse IPv4 de la box internet. Donc, quand je parle de l'adresse IPv4 de votre box, c'est vraiment l'adresse locale, c'est l'adresse par laquelle votre ordinateur communique avec votre box internet. Donc, pour trouver ça, si vous êtes sous Windows, vous allez dans votre terminal, vous tapez ipconfig, ipconfig, voilà, et là, vous avez toutes les informations par rapport à vos connexions Internet sur votre PC. Bon, moi vous pouvez voir que j'ai plusieurs cartes réseau, donc on se perd un peu, mais je sais que c'est pas celle-là. Vous recherchez quelque chose, voilà, avec, vous voyez, un default gateway. Et là, en français, ça doit s'appeler passerelle par défaut. Là, vous trouvez votre box Internet. Donc là, vous voyez 192.168.1.254. Et donc là, vous voyez que mon adresse IPv4 de mon PC, c'est 192.168.1.1. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'adresse IPv4 de la box, parce qu'on va la définir comme passerelle par défaut sur Proxmox. Et si vous avez un doute, n'hésitez surtout pas à aller sur votre box, dans votre navigateur, et à taper l'adresse IP que vous avez trouvé comme passerelle par défaut. En général, avec tous les fournisseurs d'accès Internet français, quand vous taperez l'adresse IP et vous faites entrer, vous êtes censé tomber sur la page d'administration, voilà, de votre box. Normalement, ça marche avec tous les fournisseurs d'accès Internet. Après, si vous avez de très vieilles box qui n'ont pas de panneau de configuration comme ça sur un site Internet, et ben là, je ne peux pas vous aider. Rechercher sur Internet si vraiment il n'y a rien qui s'affiche ici, mais normalement, obligatoirement, vous avez l'information qui apparaît ici. Et ensuite, en DNS serveur, moi, en général, je mets 127.0.0.1, ça veut dire c'est local, et j'ai jamais eu de problème pour l'instant comme ça, et normalement, c'est ce qu'il doit vous proposer automatiquement. Normalement, il détecte automatiquement le bon format de votre adresse IP, mais moi, comme je suis sous VM, c'est normal que ça fasse des adresses IP un peu particulières. Donc une fois que vous avez bien configuré tout ça, vous appuyez sur Next. Et donc là, voilà, vous voyez, il y a un petit récapitulatif, le disque, votre clavier, l'adresse mail, le port pour Internet, votre nom. Voilà, ici vous voyez qu'il n'est pas en point .lan, donc c'est vraiment comme ça qu'il va s'appeler. Et après, vous faites Install. Donc là, ça va lancer la procédure d'installation qui peut être plus ou moins longue en fonction de votre matériel. Donc ben, on se reprend juste après. Hop, et donc là, on arrive au dernier pourcent qui va pas tarder à se terminer. Là, le système d'installation rend le système bootable pour que le serveur puisse bien démarrer. Et donc voilà, quand vous arrivez à cette étape, vous voyez que ça va redémarrer dans quelques secondes automatiquement. Et là, ça va repasser en noir et vous attendez qu'il y ait écrit Please remove the ISO boot media. Et là, vous retirez la clé USB. Et ensuite, ça redémarre. Bon, moi, ça redémarre en boucle parce que je suis sous une VM. Mais vous retirez la clé USB, le serveur va redémarrer et Proxmox va démarrer correctement. Une fois l'installation terminée, vous n'avez plus qu'à accéder à un navigateur web connecté sur le réseau de votre box et taper l'adresse IPv4 que vous avez renseignée lors de l'installation de votre Proxmox. Étant donné que moi je l'ai installé sur une VM, je vais utiliser le serveur Proxmox que j'utilise actuellement, c'est-à-dire celui-ci. Donc là, ça va vous demander votre identifiant et votre mot de passe. Donc en identifiant, c'est bien root. Et en mot de passe, vous mettez le mot de passe que vous avez tapé lorsque vous avez installé Proxmox. Hop, ensuite vous faites ça. Et donc là, moi j'ai juste quelque chose de particulier. C'est quelque chose que j'ai rajouté. Vous ne l'avez absolument pas. J'ai juste, voilà, un système de double authentification. Hop, et voilà. Donc, on arrive sur le serveur. Une fois authentifié, vous arrivez donc sur cette page d'accueil où vous pouvez retrouver en haut à gauche le serveur que vous avez nommé tout à l'heure. Et si vous cliquez dessus, vous pouvez voir directement, si vous allez dans Summary, que vous avez toutes les informations concernant votre serveur, donc la quantité de RAM disponible, le processeur que vous avez, la version de Linux, voilà, la version du noyau de Linux, voilà, des informations comme l'usage du CPU, ou l'usage de la RAM, ou le trafic internet, enfin voilà, des informations qui peuvent être un peu importantes. Donc moi, vous pouvez remarquer que j'ai déjà
une VM qui tourne et un conteneur qui tourne, mais n'y prêtez pas attention, durant le tuto je vais repartir de zéro, donc ne faites pas attention à ce qu'il y a ici. Proxmox étant maintenant opérationnel, je vais vous montrer comment ajouter la double authentification comme vous avez vu. Moi j'ai rentré un deuxième code pour pouvoir accéder à Proxmox. Ça rajoute une couche de sécurité. Si vous avez envie de la faire, vous pouvez le faire, mais vous n'êtes absolument pas obligé. Donc pour faire ça, vous cliquez sur Data Center en haut à gauche. Ensuite vous allez dans Two Factor. Et là vous cliquez sur Add. Et moi, ça c'est un TOTP. Vous cliquez sur TOTP, bon moi je vais pas le faire, et là vous mettez une description, voilà, vous écrivez ce que vous voulez, vous scannez le QR code sur votre application, et ensuite vous tapez le code ici et vous faites add. Et ensuite vous aurez votre méthode d'authentification à deux facteurs. Pour l'instant, vous avez une application qui gère la double authentification sur votre téléphone, mais bientôt je vous montrerai avec Volvarden comment faire pour avoir ce genre de choses où vous avez le code qui apparaît comme ça, votre mot de passe, votre nom d'utilisateur et tout ça, ça se remplit automatiquement. En fait, c'est un gestionnaire de mots de passe, mais il est auto-hébergé, il tourne actuellement sur ce conteneur qui s'appelle Docker et dont dans le prochain épisode, je vais vous montrer comment l'installer. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu ou dire dans les commentaires si il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou même si vous avez une suggestion à me faire. Je lis tous les commentaires et je réponds à tous les commentaires. Dans la prochaine vidéo, on parlera de Docker et de partenaires et surtout de comment installer ces logiciels et bien les utiliser. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée.